là-haut, monsieur, et ensuite nous nous dirigerons vers la gauche avec d'autres questions. Monsieur, je vous en prie. Alors bonjour et donc bonsoir, parce que c'est une belle après-midi, nous sommes dans un très beau lieu. J'ai fait des études d'architecture et on nous a appris le bon sens et regarder, apprendre à voir, trouver des idées. Et parfois, les idées les plus de bon sens sont les plus économiques. Et comme aujourd'hui, nous sommes dans une très belle salle avec de très belles baies vitrées et qui fait un très beau soleil aujourd'hui, je pense qu'il aurait été intéressant de faire l'essai d'éteindre toutes les lumières, d'ouvrir les volets et de voir si on pouvait donner cours dans cette salle en plein jour, en plein après-midi, quand on a un beau soleil, une belle exposition. Et il fait 28 degrés, il fait même très chaud dans la salle, donc on a dû ouvrir les fenêtres. Donc je voudrais savoir si la salle est chauffée également, parce que c'est la responsabilité de chacun, mais également des institutions. Et je crois que si on pouvait baisser le chauffage, éteindre les lumières, tout le monde en profiterait, la planète et nos impôts. Merci. C'était plus une remarque qu'une question, mais elle était pertinente, effectivement. Quelques questions sur la gauche de la salle, si vous le permettez. Bonjour, Antoine Monsieur. Hubert. Donc j'ai une question à propos de l'indicateur qui est vraiment tout le temps utilisé, qui est l'indicateur du CO2. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le bon indicateur de l'environnement? À savoir que c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'il est lié au risque climatique, donc peut-être que les gens comprennent mieux. Mais est-ce que ça vous semble suffisant, ou en tout cas être le bon indicateur, puisque c'est vrai qu'on va toujours dire indice CO2 pour une voiture, mais est-ce que finalement elle ne pollue pas d'autres composés? Quand on analyse la pollution, c'est la même chose. Voilà, donc quelle est votre opinion sur le sujet? Je crois que j'ai partiellement répondu à votre question tout à l'heure. Je pense que le CO2, l'indice CO2, comme vous l'appelez, qui est lui-même un indice très complexe, parce qu'il résume les gaz à effet de serre au sens large. Il y en a certains qui n'ont ni la même durée de vie, ni la même intensité. Si vous prenez tout simplement le méthane, on dit que c'est 20 fois à peu près le CO2. Donc, une tonne de méthane égale 20 tonnes de CO2, mais en même temps, la durée de vie du méthane n'est pas la même. Enfin, donc, mais revenons sur cet indicateur. Il a un avantage extrême, de mon point de vue, c'est qu'il est compréhensible par la totalité de la planète. Et de ce point de vue-là, il faut surtout pas l'abandonner. Maintenant, si vous voulez piloter l'avenir de la planète avec simplement l'indice du CO2, là, on est sûr qu'on va pas y réussir. Je vous donne un exemple, et puis je m'arrête. Avant les problématiques de CO2, c'est-à-dire avant 2100, vous aurez des problèmes d'eau sur la planète qui seront considérables. Et ça, c'est une conséquence de l'augmentation de la population urbaine, du fait que vous aurez des réchauffements climatiques et donc vous aurez des systèmes de pluviométrie qui seront différents d'un pays à l'autre, etc., etc. Et donc on va rentrer dans des problématiques entre guillemets climatiques qui ne seront pas liées directement au CO2. Puis je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples. Non, le CO2 n'est pas unique, il a juste un avantage, il est universel. Juste sur les indicateurs, si vous me permettez, il va de soi que l'indicateur CO2 n'est pas... Il y a tellement d'aspects qu'il n'y a pas un seul indicateur. Il se trouve que, je veux dire, à l'ADEME, il y a 20 groupes de travail actuellement pour l'étiquetage environnemental. Quels sont les éléments qu'on va mettre? Alors, il y a la consommation d'énergie, les émissions de carbone, et puis suivant les produits, il y a des différents, les polluants ou les produits phytosanitaires qui sont derrière, quoi. La question, c'est de trouver des indicateurs qui sont partageables par le maximum, pour que les gens puissent avoir des points de repère les uns par rapport aux autres. Donc, et l'indicateur CO2, il a aussi l'autre intérêt, c'est de pouvoir suivre sa baisse, quoi. Hein, c'est des indicateurs qui ont pour objectif de pouvoir trouver les endroits où on peut faire des économies et comment agir. C'est des indicateurs pour agir, c'est pas un indicateur en soi. Et vous avez raison, l'indicateur CO2 est un indicateur qui est loin d'être le seul, et il y en a beaucoup d'autres. Ne serait-ce que le plus simple, c'est quand même la consommation d'énergie. Mais après, il y a la consommation de matières premières aussi. Donc il y a beaucoup d'indicateurs. Le tout, c'est de trouver des indicateurs qui soient compréhensible par le maximum pour que chacun puisse se positionner par rapport à cela. Une question de madame ici, ensuite nous irons là-haut voir monsieur. Bonjour. Quand on parle de défis écologiques et environnementaux, on a souvent un langage un petit peu négatif. On parle de peur, de précaution, de risque. Alors moi, je voudrais vous poser une question tout à fait positive et très concrète. Je voudrais savoir pour chacun d'entre vous, quelle est la plus belle invention de ce début du XXIe siècle en la matière? Et puisque, Madame Aigneré, vous parliez tout à l'heure de créativité, je voudrais savoir ce que vous aimeriez que l'on invente. Quelle serait pour vous la plus belle invention dans l'avenir?
Est-ce qu'ils ont quelques secondes pour réfléchir ou est-ce que c'est une question spontanée? Qui se lance? Bon, avec une boutade, un jour, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous voudriez voir dans votre musée de sciences, enfin bon, l'établissement public que je dirige aujourd'hui, si vous gardiez qu'une seule chose? Et j'avais dit un point d'interrogation. Bravo. Quelqu'un d'autre veut répondre? Monsieur Chaussade, trop difficile là. Hein. La question était difficile et la réponse a tué les autres réponses. Monsieur en haut. Merci, je m'excuse d'être affligé d'un statut un peu honteux puisque je suis ingénieur en pétrochimie, pétrole, gaz. Je m'excuse beaucoup, mais je ne peux pas accepter qu'on parle ici, qu'on envisage même de parler ici, dans ce lieu d'éducation du futur de nos enfants, du mot décroissance. Okay ? Je reconnais que nous, chimistes et pharmaciens, avons malheureusement participé grandement à l'explosion de la démographie, puisque nous fournissons 95% des médicaments du monde, 100% des emballages qui préservent la nourriture. Mais s'il vous plaît, comme le disait Madame Aignery, avec un petit peu de timidité, ce qui m'étonne, parlons d'optimisation, parlons d'innovation, parlons de recyclage, parlons aussi d'un petit peu de discipline. Merci d'avance. Madame. Une question de Madame à ma gauche, et ensuite je reviens vers vous. Bonjour, j'avais tout d'abord, Julie Lannes, une remarque. À part Monsieur Van de Maal, on a tendance à opposer toujours croissance ou décroissance. Aujourd'hui, on n'en est plus vraiment là, on en est à consommer autrement et consommer mieux. Les Chinois ne régressent pas, ils sont pas de retour à la charrue à bœuf. On réfléchit à nourrir les vaches autrement avec du lin, de façon à ce qu'elles émettent moins de méthane. Les Chinois qui réfléchissent et qui veulent être les premiers parce qu'ils savent que c'est un nouveau marché à capter au niveau de tout ce qui est green business, etc., ont mis la première machine à laver au point sur le principe de la ionisation qui n'utilise plus de polluants, donc plus de détergents. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui se font. Monsieur Chaussade parlait de l'éthique dans les entreprises. Je pense qu'on en est encore quand même beaucoup dans le domaine de la communication. Quand on voit que France Télécom a reçu le prix de la RSE, vu le nombre de suicides, on peut quand même vraiment se poser des questions. Maintenant, ma question est pour Monsieur Chaussade. Compte tenu des problèmes d'eau actuellement et de retraitement des eaux, actuellement, on n'arrive toujours pas à retraiter, par exemple, tous les médicaments, les bêta-bloquants, les autres médicaments comme ceux-là, les problèmes comme les pilules, etc., dans l'eau, qui créent des problèmes et qui peuvent mettre forcément en péril l'humanité, étant donné qu'il y a des problèmes de féminisation de l'espèce humaine et des problèmes au niveau gynécologique, etc. On voit des hommes atteints de poitrine aux États-Unis et tout. Donc, au niveau de l'avenir, c'est très drôle, mais c'est quand même très inquiétant. Donc voilà, donc c'est très bien de retraiter l'eau, mais avez-vous des solutions pour ça au niveau de l'avenir? Et Monsieur Borloo parlait en France du fait qu'il y a 30% de nos tuyaux qui fuient, donc on a 30% de perte d'eau à cause de mauvais systèmes d'irrigation. Donc je pense qu'on a aussi pas mal de choses à faire, très simplement. Bien. Alors sur ce qu'on appelle les pollutions émergentes que vous avez décrites, évidemment que nous y réfléchissons. Alors ce sont des pollutions qui sont aujourd'hui détectables à peu près au nanogramme. Hein. Donc ça veut dire que d'abord il fallait avoir les outils de mesure pour arriver à mesurer dans l'eau ce type de pollution. Alors ça commence à arriver, mais ce que je veux dire que sans détection c'est difficile de réfléchir à comment prévenir. Donc on commence à avoir les instruments de mesure. La deuxième chose, vous avez tout à fait raison sur les féminisations. Moi je connais plus la féminisation des poissons qui est avérée à New York par exemple. J'avais pas encore entendu parler de la féminisation des hommes. Bon, ça peut peut-être venir, mais je pense que avant tout, sérieusement, si vous voulez, on réfléchit en ce qui nous compte. Donc, nous sommes à des stades de pré-développement et nous réfléchissons dans deux directions. La première direction, c'est alors il y a trois directions, excusez-moi. La première, c'est au niveau des médicaments eux-mêmes. D'abord, comment on les construit, comment on les produit, et deuxièmement, comment on les consomme. Et je pense que, puisque nous sommes dans la salle avec beaucoup de jeunes, eh ben, la chose que je peux vous dire, c'est jetez pas vos médicaments dans les toilettes. Si vous faites ça, vous allez augmenter la problématique de la féminisation des poissons dans la rivière, y compris dans la Seine. Donc, c'est un problème au départ de médicaments, c'est-à-dire de composition des médicaments.
Vous avez absolument raison, madame, mais je disais ceci simplement sur terme d'exemple, c'est-à-dire que nos comportements vis-à-vis du médicament font partie des comportements qu'il faut probablement, d'une manière ou d'une autre, adapter en même temps que le médicament lui-même. Donc ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est toutes les traitements que nous savons mettre en place pour arrêter totalité ou partie de ces particules qui se retrouvent dans les eaux que nous allons traiter pour la distribution d'eau. Alors ça, on sait faire, mais c'est un coût aujourd'hui prohibitif. Si on mettait des modules d'osmose inverse qui sont pour le dessalement, ils pourraient aussi enlever ces microparticules. Très franchement, je pense que c'est vraiment utiliser des technologies qui seront beaucoup trop chères, en tous les cas aujourd'hui, pour un effet qui est quand même limité. Et les derniers aspects sur lesquels nous regardons, c'est le traitement de l'eau résiduaire, donc avant le rejet de l'eau dans le milieu naturel. Là, nous sommes en train d'inventer des espaces qui se trouvent après les stations d'épuration. Chez nous, on appelle ça d'un nom un peu poétique, s'appelle l'espace libellule, dans lequel on réfléchit et on essaie de déterminer quelles sont les plantes. On sélectionne des plantes qui, en fonction des produits qu'on veut éliminer, vont éliminer les traces résiduelles de ces produits. Donc, nous cherchons. Nous n'avons pas encore de solution optimisée, mais là, très franchement, je suis optimiste. Dans un horizon de 10 à 15 ans, on aura trouvé les bonnes solutions. On commence d'ailleurs à installer des premières installations de ce type. Très bien. D'autres questions, monsieur, là, ici, juste ici. Oui, bonjour, Philippe Barre, Projet Darwin à Bordeaux. Je suis assez surpris d'entendre le mot décroissance apparemment fait peur. On n'a pas envie de l'utiliser comme s'il était synonyme d'une régression fondamentale. Claudie Aigneret parlait tout à l'heure, et je trouve que c'est véritablement ce qui nous préoccupe. C'est un changement culturel auquel on doit faire face, et je crois qu'il faut à un moment donné appeler un chat un chat. Bien sûr que les progrès scientifiques, certains vont nous aider à passer des caps. Et ça a déjà été le cas par le passé dans certains domaines, mais on ne pourra pas réaliser ce changement culturel si aussi on ne diminue pas notre consommation. C'est un petit peu comme si, quand on est dans un problème de toxicomanie, on ne cherchait la solution que dans le médicament, et qu'il n'y avait pas de période de sevrage si on ne diminuait pas la consommation. Et on peut faire de la décroissance sélective. C'est pas un gros mot, je pense. Et je crois qu'on est trop dans une ambiance où on a peur d'utiliser ce mot comme si ça était revenir à l'âge des cavernes, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit non pas pour les populations qui sont défavorisées, ou bien évidemment qu'on ne peut pas rentrer dans un discours qui serait de dire aux plus pauvres de moins consommer, de ne pas croître, mais dans des populations de classe moyenne et de classe aisée, est-ce qu'il ne faut pas abandonner finalement une part de son confort qui n'est que la part superficielle du confort, qui finalement n'amène pas tant de bonheur que ça. Voilà. Donc Merci monsieur. C'est une question qu'on a déjà évoquée. Je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur le sujet, mais merci pour cette intervention. Juste pour répondre, je suis pas sûr qu'il faille mettre le débat en permanence sur croissance-décroissance. Je pense qu'il faut chacun réduire sa consommation de ce qui est inutile, à commencer par les économies d'énergie, à commencer par un certain nombre de sujets. Chacun définit son niveau de confort aussi, hein. Où vous arrêtez le confort, il n'y a pas. Donc, je pense qu'effectivement, c'est des comportements individuels, et je pense qu'effectivement, il y a des secteurs qui vont décroître, mais d'autres qui vont innover et qui vont croître. Donc on ne peut pas parler de décroissance globale. Donc je pense que c'est un débat qui ne peut pas se porter sur croissance-décroissance. Et en plus, c'est un débat qui n'arrive pas à trouver un consensus. On sent bien qu'il y a des oppositions. Donc pour moi, le débat, il n'est pas là. Le débat, effectivement, il y a des comportements à changer qui réduira sa consommation d'énergie, qui réduira sa consommation d'eau. Et il y aura peut-être décroissance, entre guillemets, de ces marchés-là, et d'autres trouveront des choses. Donc je ne pense pas qu'il faille être aussi lapidaire. On est pour la décroissance, on est pour la croissance, c'est tout ce que je veux dire. Moi, j'ai pas de... Oui, simplement pour dire que pour moi, le mot croissance, peut-être on n'a pas à l'utiliser exclusivement en termes de croissance économique et de croissance de production.
croissance et décroissance, ça peut être aussi quelque chose qui est en lien, ce que je disais tout à l'heure, avec les besoins fondamentaux de l'être humain par rapport à un désir de bien qui est toujours de plus en plus stimulé par la production. Bon, ben ça, c'est une question très, très, très fondamentale, profonde sur le progrès, où est-ce que ça se place. Bon, je crois qu'il faudrait une autre cité de la réussite pour parler de l'avenir du progrès et du progrès qui ne soit pas que quantitatif, mais pour revenir justement à ces valeurs et au qualitatif. Et peut-être que la croissance, on peut aussi la considérer à certains moments comme une croissance qualitative, peut-être pas en termes de bonheur, mais en termes de progrès. Merci. Mesdames et messieurs, il nous reste très exactement 3 minutes et nous devons impérativement rendre à l'heure la salle parce que d'autres débats suivent. Monsieur, si vous avez une question très rapide, en tout cas très courte, s'il vous plaît. À propos de croissance et de pénurie, je voudrais revenir sur un sujet qui a été effleuré par monsieur Chaussat. C'est en termes de pénurie prévisible des ressources d'eau dans le monde d'ici la fin du siècle et en termes de croissance exponentielle de la population qu'on sait qui va arriver aussi d'ici la fin du siècle. Monsieur Chaussat, où en sont les réflexions ou les stratégies ou les plans pour justement prévoir qu'est-ce que sera la distribution d'eau à l'ensemble de la future population qui va en manquer dramatiquement d'ici la fin du siècle, ou en tout cas dans les 20 prochaines années? C'est une vaste question, je vais essayer d'être rapide. Sur la pénurie, alors il faut être très clair, il y a le cycle de l'eau, c'est un cycle fermé, autrement dit, la planète, elle a à peu près un niveau d'eau constant sur la planète. Donc le quantité d'eau disponible est à peu près la même, mais il y a deux variations depuis à peu près 150 ans. La première, c'est la population, ce qui fait que vous aviez à peu près 15 000 mètres cubes de ressources disponibles par habitant au début du XXe siècle. Si on est 9 000 ou 8 000, bah, vous en aurez 4 fois moins, donc vous serez à 3 500. 3 500, sachant qu'on commence à parler de manque d'eau à partir de 1800-2000. Vous voyez que même à l'échelle planétaire, on commence à s'approcher des limites. Et alors, deuxième chose, l'eau n'est pas évidemment également répartie sur la planète. Il y a des zones qui reçoivent beaucoup plus d'eau que d'autres. Et puis il y a des zones sur lesquelles il y a peu d'eau et beaucoup de population. Puis il y a des zones où la pluviométrie, à cause du réchauffement climatique, va baisser. En résumé, on est certain que dans 30 à 40 ans, il y a des zones du monde où, en raison de l'augmentation de la population, des modifications climatiques, etc., il y aura des manques d'eau. Ça, c'est certain. Alors, comment on fait pour lutter contre ces manques d'eau? Il y a deux niveaux. Il y a ce que j'appelle le petit cycle de l'eau, donc celui de l'alimentation des populations. Alors celui-ci, il y a 3 grands axes de recherche aujourd'hui. Il y a les ressources alternatives, c'est-à-dire il n'y a pas assez d'eau, est-ce qu'on peut dessaler l'eau de mer? C'est une ressource alternative, elle a des avantages, des inconvénients, je ne reviens pas là-dessus. La deuxième chose, c'est la réutilisation des eaux résiduaires. Comment je fais quand j'ai une eau résiduaire? Je la traite, pourquoi je ne la réutilise pas pour mon agriculture par exemple, ou pour mon irrigation? Et puis troisièmement, il y a évidemment comment je fais pour optimiser mes réseaux à l'intérieur des villes, c'est-à-dire pour réduire au minimum les pertes. Ça, c'est ce que j'appelle la problématique. Donc pour obliger à la fois nos comportements aussi, avec les réseaux, à consommer moins d'eau par habitant. Et puis dernier point, ça c'est le petit cycle de l'eau, mais il y a le grand cycle de l'eau. En réalité, ça c'est le grand cycle des fleuves. Et nous sommes rentrés dans une problématique qui n'existait pas avant, qui est celle de ce qu'on appelle les usages de l'eau. Avant, on pouvait prendre de l'eau pour l'agriculture, pour le tourisme, pour l'alimentation humaine, etc., pour faire de l'électricité, etc. Demain, on sera obligé de hiérarchiser nos priorités. Rien de tout cela n'est impossible. Simplement, ça veut dire qu'il faut travailler de plus en plus à la fois avec de l'innovation, mais aussi ensemble, parce que les grands bassins des fleuves sont des problématiques qui sont vastes à l'échelle d'une région et souvent à l'échelle d'un pays, voire même, pour certains grands fleuves, à l'échelle de plusieurs pays. Merci. Ce débat est désormais terminé. Merci à tous. Merci Madame Agnoret, merci Monsieur Chaussat, merci Monsieur Vandemel. Merci à tous pour votre écoute et vos interventions. Merci aux étudiants. À bientôt. Bonne fin d'après-midi.